disponible. Alors aujourd'hui, on a une présentation spéciale de la FCPQ en direct. C'est une présentation sur un sujet qui, je pense qu'il était important d'en parler maintenant et de ne pas attendre la prochaine saison de la FCPQ en direct parce qu'on parle de la transition secondaire collégiale pour les élèves avec des besoins particuliers. Et pour ça, on a avec nous des gens du Centre de soutien à l'intégration au collégial. Alors, on a des conseillères pédagogiques qui sont attachées au centre de soutien. Là-dessus, je vous souhaite une très belle présentation et je vous dis merci encore une fois de votre présence. Et donc, à la prochaine. Bonjour tout le monde. Alexandre Girard-Lamontagne, je suis coordonnateur du Centre collégial de soutien à l'intégration de l'Est. Nous, juste pour vous faire un petit topo, là, nos bureaux sont basés au Cégep de Sainte-Foy, mais on a vraiment le mandat de soutenir, d'harmoniser les pratiques des établissements collégiaux de notre côté entre Drummondville et les îles de la Madeleine. Donc, le CCSI de l'Est soutient l'ensemble de ces collèges-là pour les services aux étudiants qui ont des besoins particuliers. Alors, bonjour, moi, mon nom, c'est Vicky Drouin. Je suis conseillère pédagogique au CCSI de l'Est. Donc, voilà, on accompagne les conseillers en services adaptés. Là, vous allez voir notre jargon, on va vous expliquer tout ça. Et puis, ça me fait vraiment plaisir là, de parler de transition avec vous, étant moi-même une mère qui a une finissante cette année. Donc, doublement intéressée par le sujet parce qu'on veut, comme parents, être appuyer notre enfant puis l'accompagner le mieux possible pour sa transition vers le collégial. Donc, voilà, on pourra vous donner des petites astuces pour bien les accompagner, mais tout en les laissant très autonomes dans la démarche. Ça va être ça le mot-clé. Bonjour, je m'appelle Isabelle Darbo. Maintenant, je suis une conseillère pédagogique soulagée de voir que ma présentation elle est affichée. Donc, moi, je travaille au Centre collégial de soutien à l'intégration depuis 6 ans. Le Centre collégial de soutien à l'intégration de l'Ouest. Donc, je suis basée dans la région de Montréal. Et voilà, on est avec vous pour la prochaine heure à peu près. Donc, rapidement comme ça, le CCSI, 2 équipes, une à Sainte-Foy, une au Vieux-Montréal, qui a pour mandat de soutenir au niveau des collèges l'ensemble du réseau des services adaptés pour tout ce qui touche les éléments que vous voyez à l'écran. On cherche à harmoniser les services, les pratiques, pas tant les services, mais bien les pratiques. On veut travailler aussi au niveau de l'autonomie des collèges, pour tout ce qui touche l'accueil, l'organisation et la prestation de services pour les étudiants, donc vos enfants. Et vous voyez, on offre différents services au collège. Ensuite, les objectifs de la présentation, rapidement, je vais avec vous. On souhaite, vous faire connaître les bonnes pratiques et quelques repères pour faciliter la transition du secondaire vers le collégial. Vicky l'a dit tout à l'heure, elle est maman, elle aussi est en train de vivre ça. Je vis ça moi aussi avec mon garçon cette année. Il commence à l'automne. Donc, ces informations-là, j'espère, vous seront utiles pour alléger ce transfert-là. Ensuite, mieux comprendre le milieu collégial et le soutien qu'il peut offrir à vos enfants. Et aussi, définir les différents aspects de l'accompagnement parental. Ce que vous pouvez faire dans ce processus-là. Vous pouvez aider. Votre jeune aura beaucoup à faire parce que ça devient sa responsabilité, mais on va vous pointer certains éléments que vous pouvez faire pour le soutenir. La présentation va être montée dans une progression. Voilà, alors moi, je vais commencer avec une partie sur tous les concepts qui se veulent importants à notre avis, avec notre expertise aussi, pas juste parce que ça nous tente. Donc, si vous... on va commencer peut-être par faire un petit comparatif du langage qui est utilisé au collégial. On va partir de ce que vous connaissez au secondaire. Donc, lorsqu'on parle d'élèves HDAA, là, on ne répétera pas le E. Nous, au collégial, ces étudiants, on va les appeler les étudiants en situation de handicap. Et je vais venir préciser qu'est-ce qu'on entend par ça tout à l'heure. Donc, on parle de notre clientèle d'étudiants de cette manière. Au collégial, tout ce qui touche adaptation scolaire, orthopédagogie, tout ça, on n'a pas de service d'orthopédagogie pour faire de la rééducation comme il pourrait y avoir au secondaire ou au primaire, mais il y a un service de soutien pour les étudiants qu'on appelle de différentes façons dans les collèges, mais lorsque vous contactez un collège puis vous parlez des services adaptés, pas mal certains qui vont savoir de quoi vous parlez, inquiétez-vous pas. Ça peut, en anglais, être le Access Center ou les Adapted Services. On peut avoir, il y a plusieurs collèges qui utilisent le SAIDE, S-A-I-D-E, pour service d'aide à l'intégration des étudiants.
C'est un acronyme. Sinon, on a aussi quelques collèges là, qui utilisent l'appellation service d'adaptation scolaire. Bois-de-Boulogne, Outaouais sont des collèges qui utilisent cette appellation. De votre côté, au secondaire, on va parler de mesures d'aide, on va parler de mesures de soutien, d'adaptation. Nous, on va parler d'accommodement, comme dans accommodement raisonnable. On va parler parfois d'aménagement de services aussi. Au niveau du plan d'intervention, beaucoup de vos jeunes vont en avoir. Le plan d'intervention au secondaire, ben, il regroupe plusieurs acteurs au niveau de l'élève et l'élève lui-même, théoriquement. Au secteur collégial, le plan d'intervention, oui, il y en a un. Il n'est pas dans le même format que ce à quoi vous êtes habitué. Pas du tout. Il n'y a pas un canevas obligatoire comme le ministère l'oblige pour le secteur jeune. Donc, le format puis le contenu est un peu différent aussi. On va y retrouver les accommodements, on va retrouver différentes choses, puis ça repose essentiellement sur les rôles et responsabilités aussi de l'étudiant et de nous, là, les services qu'on va lui offrir. Les professionnels qui gravitent autour des étudiants au collégial, donc vous aviez, bon, il y avait des orthopédagogues avant et d'autres, là, on n'a pas nommé tout le monde. Quand on va être au collégial, les équivalents, si je peux me permettre une telle comparaison, ça va être le conseiller en service adapté. Cette personne, on va voir tout à l'heure exactement ce qu'elle va faire avec votre enfant. Et un aide pédagogique individuelle. Pour ceux qui ont fait le collégial, vous vous souvenez certainement de votre API, qui est la personne qui vous aide à ajouter, enlever des cours, réorganiser l'horaire, vous accompagne dans le parcours aussi. Est-ce que je prends un certain nombre de cours? Est-ce que j'en prends moins? Lequel est préalable à quoi, finalement? Donc, c'est une personne clé aussi dans le parcours de nos étudiants. Au secondaire, on va parler d'étapes 1, 2 et 3. Nous, on va parler de sessions. Chacune des sessions est indépendante l'une de l'autre. Là, on s'entend, c'est un 15 semaines en soi. Elle commence, elle finit à la 15e semaine. Certains cours d'une session sont préalables pour suivre le deuxième ou le troisième cours, si on s'entend, mais les sessions sont indépendantes les unes des autres. Et entre les... C'est vite, hein? Ça va vite. 15 semaines, là, il y a des jeunes qui trouvent ça long, là, mais 15 semaines, ça va vite. Alors, il ne faut pas... ni perdre de temps, ni accumuler du retard et tout ça. On a quelque chose à faire, on le fait. 15 semaines, c'est vite passé. Et selon les sessions, c'est possible qu'on ait besoin de réviser le plan d'intervention si dans une session, par exemple, il y a des stages, si dans une autre session, il y a plus de laboratoire, plus technique, puis on a des besoins liés à ça. Donc, c'est possible. Puis, c'est possible aussi que le plan d'intervention soit bon pour une année et demie, selon les situations des étudiants. Tout à l'heure, je vous parlais d'étudiants en situation de handicap. C'est notre manière de voir. On est collé sur le modèle un peu, le modèle du PPH de production du handicap. Et ce modèle, finalement, ce que ça explique et la façon dont nous aussi on le voit, c'est, comme vous le voyez ici, l'interaction de plusieurs choses qui créent la situation de handicap. Une personne en fauteuil roulant, par exemple, qui a accès au collège à l'aide d'une rampe, qui, à l'intérieur du collège, peut avoir accès aux ascenseurs, dont les portes des classes sont suffisamment larges, qui a accès à des salles de toilette qui sont suffisamment ample en espace, suffisamment grande en espace pour qu'il puisse y évoluer avec son fauteuil, ne sera pas en situation de handicap. Je n'ai pas besoin de donner d'accommodement à cette personne à ce niveau-là. Tout est accessible pour cette personne. Donc, elle n'est pas en situation de handicap. Or, s'il arrivait, par exemple, une situation où une personne à nouveau en fauteuil roulant, il n'y a pas de rampe au collège, il faut penser à quelque chose, il va falloir trouver une solution. La personne se trouve en situation de handicap. Elle a le droit d'aller au collège, comme tout le monde. Il faut qu'elle puisse y entrer. On va trouver un accommodement, on va trouver quelque chose pour pallier la situation de handicap. Donc, le concept de situation de handicap peut s'appliquer à plusieurs endroits dans le parcours des études de l'étudiant. Ça peut être pour un cours en particulier, ça peut être pour des laboratoires, ça peut être pour le stage, ça peut être pour plein de choses. Et ce qui vient teinter ou créer, je dirais, la situation de handicap, c'est l'interaction des trois plus grands rectangles autour de la situation de handicap, donc les caractéristiques de l'étudiant. Il est qui, lui, avec sa situation personnelle, ses propres limitations, son hygiène de vie personnelle, ce qu'il connaît comme stratégie pour être capable de s'accommoder à différentes situations, ses caractéristiques cognitives, affectives. Bref, cet étudiant-là, lui, cette personne,
Ensuite, l'environnement du collège, donc le lieu où il doit se rendre. Donc, l'environnement du collège, il y a différentes choses. Là. Il y a le programme lui-même qu'il va fréquenter, les différents cours, le type de pédagogie qui va être utilisé, les technologies qui sont accessibles, bref, la charge de travail, tout ça. On va mettre ça dans l'environnement du collège. Et rôle et responsabilité de l'étudiant. Alors, nous, on aime parler de métier d'étudiant, ce qu'on lui demande à lui, ou ce qu'on s'attend à ce qu'il soit capable de faire en tant qu'étudiant au collégial, bien, comme suivre ses cours, prendre des notes, participer à ses travaux d'équipe. Là, on va rajouter la très belle compétence être capable de suivre des cours à distance parce que la plupart des collèges à l'automne seront en mode hybride, donc moitié-moitié. Ensuite, être capable de gérer son temps d'une façon efficace, par exemple. Donc, tout ça, s'il y a des atteintes variables chez l'étudiant, puis l'interaction de ces trois éléments-là peuvent ou non créer une situation de handicap. Et c'est à ça qu'on s'attaque au service adapté. On essaie de pallier les limitations qui mènent à une situation de handicap. Pour terminer cette petite section, je vais parler de concepts de base importants sur lesquels on s'appuie. On n'a rien inventé, là. La plupart d'entre eux viennent de la Commission des droits de la personne. On va parler d'accommodement raisonnable, puis mesures d'aide raisonnable. Quand on parle d'accommodement raisonnable, ça englobe tout ça. Donc, ces accommodements-là sont là pour pallier des limitations. L'étudiant a une limitation qui est liée à un TDAH et une difficulté de concentration terrible. Au niveau des évaluations, pour lui, c'est quelque chose de plus complexe. Il aurait besoin de temps supplémentaire. C'est possible. On ne donnera pas 3 jours de plus. On va lui donner une période de temps adéquate. Donc, ça va être toujours un accommodement raisonnable. Et la petite citation qui est en dessous, qui nous provient justement du guide virtuel en matière d'accommodement raisonnable de la Commission des droits. Ce lien-ci, par ailleurs, il ne peut exiger une solution parfaite, mais doit plutôt s'attendre à un compromis convenable. Alors, le principe est établi depuis longtemps dans la jurisprudence, mais cela dit, on va toujours proposer des accommodements raisonnables. Si l'étudiant utilise quelque chose depuis longtemps, puis c'est quelque chose qui fonctionne bien, on ne va pas s'amuser à changer les choses pour changer les choses. Mais il faut comprendre, puis on va l'expliciter de façon plus claire tout à l'heure, mais on va évaluer les besoins de 7 étudiants dans ce programme, dans ce collège, à ce moment-ci, avec ses limitations à lui. Donc, un étudiant X qui a un diagnostic de, je prends encore, mettons, dyslexie, et un autre étudiant dyslexique aussi, peuvent en fin de route ne pas avoir tout à fait les mêmes accommodements parce qu'ils sont 2 personnes différentes et ils ne sont pas dans les mêmes programmes, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et ça, il faut que ça soit entendu. Il ne faut pas que les jeunes s'amusent à se comparer entre eux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La personne est un cas d'espèce, c'est une personne à part entière, on l'évalue dans sa globalité. Donc, les accommodements vont être proposés en fonction de ça. Ils seront raisonnables, ça ne sera pas peut-être en tout point à ce qu'il avait avant, mais ce n'est pas grave, il va avoir quelque chose. L'autre principe qui est important, sans discrimination ni privilège, donc les articles protégés par la Charte des droits, la Charte québécoise des droits et libertés, protègent, il y a plusieurs motifs qui sont protégés par la Charte, là, la couleur, le sexe, l'identité, la langue, et bien d'autres, mais le handicap et le moyen pour pallier le handicap sont des motifs protégés par la Charte. Donc, le fait d'offrir des accommodements raisonnables à une personne en situation de discrimination, par exemple, un étudiant qui ne peut lire des livres écrits là, sur du papier parce qu'il est en très, très, très basse vision ou aveugle, ou bien il a une incapacité liée à une dyslexie très, très sévère. On va trouver une façon de lui remettre les documents dans un format qu'il sera capable de lire. On s'entend, ça, on vient de pallier la situation qui était discriminatoire. Je ne peux pas avoir accès comme tout le monde à mes livres. Je te donne accès à des livres que tu pourras lire, mais tu devras les lire. Donc, sans discrimination, on vient d'enlever la discrimination parce qu'on lui a offert un format qui répondait à ses besoins. Mais ni privilège, ça veut dire qu'on ne va pas t'offrir des choses qui vont t'avantager. On va t'offrir ce qu'il faut pour que tu sois au même niveau que les autres, que tu aies des chances égales aux autres. Mais je ne vais pas te donner des choses supplémentaires dont tu n'as pas besoin. Alors, il n'y aura pas de privilège. Donc, l'étudiant dont je parlais, il va recevoir ces choses, il faut qu'il fasse sa lecture. Puis, il faut qu'il s'approprie le contenu du texte
qu'il pourra enfin lire, soit parce qu'il est en braille, en format électronique ou autre. Ensuite, au niveau de la réciprocité de la collaboration, à nouveau une citation de la Commission des droits, le demandeur, donc l'étudiant, doit aussi collaborer à la recherche de solutions et agir de bonne foi. Ça arrive parfois qu'il y a des étudiants qui sont de moins bonne foi ou qui collaborent peu. Dans ce cas-là, la non-collaboration de l'étudiant peut mener à l'échec d'un accommodement. Donc, un étudiant qui dit non, non à tout ce qu'on lui propose parce que ce n'est pas ce que ça lui tente. Attends, on répond à ton besoin. On a eu des situations où c'est arrivé. On a toujours fini par trouver une entente, mais on souhaite pas que ça arrive. Donc, voilà pour ces concepts de base importants. Vicky, je te céderai la parole à partir d'ici. Hein? On va être rendu à la section au secondaire. Alors, donc voilà, actuellement, l'année est terminée pour la majorité des étudiants finissants. En tout cas, là, il y en a peut-être qui avaient encore quelques examens aujourd'hui et hier et aujourd'hui, mais somme toute, la majorité des finissants du Québec ont pratiquement terminé là, ou sont prêts à tomber en vacances. Donc, si par hasard, vous verrez là, ce qu'on suggérait d'avoir en main pour faire les demandes aux services adaptés. Donc, vous pourrez voir à essayer de regrouper ces documents. Donc, entre autres, par exemple, si votre enfant avait un plan d'intervention au secondaire, au secteur jeune, ce qui serait bien de faire, donc là, actuellement, on sait qu'ils n'ont plus accès aux professionnels de l'école, mais par contre, vous, comme parent, vous pouvez quand même l'accompagner dans la démarche de réflexion pour préparer l'ouverture de son dossier au collégial. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça, la démarche de réflexion? C'est surtout d'essayer de s'asseoir avec notre enfant puis de dire, bon, ben, on va regarder, là, tu as fini ton secondaire. Donc, c'est quoi les forces que tu as? C'est quoi les défis que tu as ou que tu remarques, toi, par rapport aux difficultés que tu as ou par rapport à ton diagnostic aussi? Donc, c'est quoi les particularités que tu as par rapport aux difficultés d'apprentissage ou d'adaptation? Tu as vu, tu as un plan d'intervention. Donc, dans ce plan d'intervention-là, on avait mis des adaptations, donc lesquelles t'ont vraiment servi réellement dans ton parcours scolaire et pourquoi elles sont importantes pour toi? Pourquoi elles sont importantes à garder dans ton plan pour que tu puisses en reparler lors de la rencontre d'évaluation de besoin. Et puis, dans quelle tâche on pense aussi que l'enfant va avoir cet étudiant-là va avoir des difficultés. Donc, si on pense, par exemple, on a déjà fait la demande d'admission, il a probablement fait des choix de cours déjà actuellement qui ont été proposés. Donc, si on prend cours par cours, qu'est-ce que tu penses qui va être un défi dans ce cours-là? Qu'est-ce que tu penses que tu vas être quand même bien à l'aise de faire? Donc, toute cette réflexion-là, ce que ça va permettre, c'est que l'étudiant, quand il va se retrouver devant le conseiller ou la conseillère en service adapté, il va être capable de parler de lui. Il va être capable de bien saisir c'est quoi les défis qu'il a, de bien comprendre aussi le diagnostic qu'il a, parce que ça arrive parfois qu'il y a des étudiants qui ne savent même pas en quoi ça consiste leur diagnostic, ils n'ont pas saisi ça. Donc, en quoi ça consiste? Donc, ce qu'on veut, c'est que notre enfant, plus il va s'approcher de ça, qu'il commence à produire par lui-même des solutions aux difficultés qu'il voit ou aux défis qu'il voit, puis que nous, comme parents, on vienne valider valider ses choix, valider les options qu'il pourrait entreprendre. Mais ce qu'on veut le plus, comme je l'ai mentionné au début, c'est de développer l'autonomie de notre enfant pour qu'il puisse justement aller chercher l'aide dont il va avoir besoin ou du moins savoir qu'il a besoin d'aide pour ensuite aller la chercher. Donc, c'est vraiment ça là, qu'on essaie de miser ou en tout cas, là, ça vous donne l'été pour le préparer dans ce sens-là. Évidemment aussi, si jamais s'il y avait des intervenants qui étaient impliqués à l'externe, donc c'est-à-dire pas seulement l'équipe école qui ont préparé le plan d'intervention, mais si par exemple, il y avait des gens des centres de réadaptation qui étaient impliqués dans le dossier de l'étudiant, ce serait important aussi d'entrer en contact avec ces personnes-là pour qu'eux aussi puissent interagir avec l'étudiant et puissent aussi mettre en place ou en tout cas proposer des services ou des mesures ou voir un peu dans quelle mesure eux, ils peuvent accompagner dans la transition vers le postsecondaire. Donc, plus on est d'acteurs qui collaborent à mettre en place la meilleure transition, plus ça va être aidant pour le jeune aussi. Évidemment, comme ce qu'on veut remettre à l'étudiant pour la première rencontre d'évaluation de besoins qui va avoir lieu, c'est qu'il y ait le diagnostic, donc qu'il y ait son rapport d'évaluation où
tout autre document là, qui pourrait vraiment montrer que ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qui était aidant. Donc, le rapport, le plan d'intervention du secondaire, évidemment. Il y a aussi, par exemple, si notre enfant avait un diagnostic qui datait du primaire, par exemple. Donc, on en voit là, parfois qui arrivent qui ont eu un diagnostic de posé en 3e année, puis là, ils ont fini, ils sont prêts à rentrer au postsecondaire. Ce serait important de peut-être, sans refaire l'évaluation au complet, mais juste revoir certains aspects ou en tout cas faire une révision de l'évaluation. Parce qu'on s'entend quand il y avait 8 ou 9 ans, il y avait un portrait de cet enfant-là qui avait peu développé de stratégie, mais tout au long de son parcours, on souhaite qu'il ait développé des meilleures stratégies, qu'il ait développé, par exemple, une meilleure mémoire ou en tout cas, qu'il y a assurément des outils dans son coffre à outils qui changent le portrait ou qui changent la photo. Donc, il a grandi, il y en a une photo à la fin du secondaire. Donc, c'est cette photo-là qui est plus actuelle qu'on veut avoir ou qu'on veut être capable de parler quand il va arriver pour l'évaluation de besoin. Donc, si jamais le rapport date, ce serait bien de faire une révision. Si jamais aussi l'enfant avait un diagnostic qui était moins clair ou moins précis, donc, à ce moment-là, la même chose, on peut essayer de voir les intervenants qui ont travaillé auprès de notre enfant pour rassembler le plus d'informations possible qui va nous permettre justement ou qui va permettre aux conseillers en services adaptés de faire une bonne évaluation de besoins et d'aller cerner un peu comme un entonnoir. Donc, on va proposer des services qui sont à l'intérieur du collège, puis au fil des semaines ou au fil des observations qu'on aura au collégial, bien, on pourra raffiner justement les mesures ou les services, les options d'accommodement qu'on pourra donner. Donc, on peut y aller en forme d'entonnoir. Donc, on y va plus large à raffiner nos informations. Donc, en gros, ce qu'on pourrait dire là, par rapport à ça, par rapport à ce qui se passait au secondaire, c'est que les plans d'intervention ne sont pas transférés automatiquement. Donc, ça, c'est super important. Si vous avez la copie du plan d'intervention, c'est à l'étudiant lui-même de l'apporter ou d'apporter tous ces documents pour pouvoir les remettre au conseiller ou en service adapté. Oui, le plan d'intervention du secondaire va nous permettre de regarder ce qui a été fait, mais ce n'est pas le seul document qu'on va utiliser pour l'évaluation, la nouvelle évaluation de besoin. Donc, oui, on va le regarder, mais on va regarder l'ensemble des documents qu'on a. Évidemment aussi, tous ces renseignements-là, mais l'échange qu'on va avoir avec l'étudiant, c'est vraiment ça qui va nous permettre de comprendre dans quelle mesure on risque d'avoir des limitations et dans quel accommodement va pouvoir bien le desservir pour atteindre les compétences qu'on recherche à atteindre dans le programme qu'il va avoir choisi. Donc, ça, c'est au secondaire. Maintenant, quand on passe, qu'est-ce qui va se passer en fait par rapport à l'admission? Donc, si notre enfant, là, il a sûrement eu sa demande d'admission. En tout cas, sur les premiers ou deuxième tours, là, vous avez reçu déjà l'acceptation dans un collège. Donc, ce qui est important actuellement de faire de proposer ou de fortement suggérer ou accompagner notre enfant, c'est de prendre un rendez-vous avec les services adaptés. Donc, si votre enfant avait des mesures au secondaire, c'est important qu'il en informe les services adaptés du collège qu'il va avoir choisi. Et puis ça, on suggère vraiment de le faire avant le début de la session. 15 semaines, ça se passe vraiment très rapidement. Donc, il ne faut pas attendre au mois d'août, par exemple, pour prendre ce rendez-vous-là, ou il ne faut sûrement pas attendre les premiers examens pour voir ça va-tu ou ça ne va pas. Les étudiants qui ont eu des mesures ont souvent tendance, je dirais, à ne pas vouloir aller chercher l'aide qu'ils pourraient avoir au service adapté. Ils ont plutôt tendance à se dire « Ah, ben on va attendre un petit peu » ou « Je vais voir » ou « J'ai assez de stratégie » ou Là, moi, je suis tannée d'avoir quelqu'un qui m'accompagne toujours, donc je vais faire ça par moi-même, je n'ai pas besoin d'aide. Au contraire, là, ça serait peut-être un mauvais choix à prendre. Donc, dès maintenant ou dans les prochains jours, vous pouvez déjà contacter les services adaptés des collèges dans lesquels votre enfant est inscrit pour prendre un rendez-vous. Et puis, à ce moment-là, ce qui va se passer, donc, il va y avoir une rencontre avec le conseiller pour l'évaluation de besoins. Donc, c'est à partir de là qu'on va justement passer à travers différentes questions. Donc, le parcours scolaire, les antécédents scolaires, qu'est-ce qu'on observe comme défi. Vous allez voir, la prochaine diapo va vous montrer un peu des questions. Donc, c'est vraiment, on va venir regarder c'est quoi les limitations qui sont vécues par l'étudiant selon les trois éléments qu'on a vus précédemment et c'est quoi les impacts qu'il risque d'avoir sur l'apprentissage.
ou sur les nouvelles exigences ou pour l'atteinte des compétences ou pour en prévision des stages aussi éventuellement. Donc, on va vraiment prendre le portrait où on est, le programme où on est, puis on va aller évaluer chacun des éléments pour voir, bon, ben, OK, dans ce cours-là, ça va être probablement ça qui va être la limitation qui va apparaître. Aussi, on ne va pas nécessairement seulement se fier sur les résultats académiques du secondaire, ni les résultats du collégial non plus. Donc, oui, ça peut être un signe, mais ça va être vraiment tous les éléments ou toutes les observations qu'on va recueillir au fil du parcours scolaire qui va nous aider aussi à venir raffiner ce portrait-là ou ces accommodements-là. Évidemment, au collégial, il n'y a aucune modification possible dans les compétences ministérielles. Donc, oui, l'accommodement va être mis en place, mais on ne pourra pas modifier, par exemple, la compétence à atteindre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut quand même l'atteinte des compétences et puis c'est ça qui va faire en sorte que on va vraiment accompagner l'étudiant pour arriver à l'atteinte de ça. Donc, on va trouver une façon de faire, mais jamais la compétence va être modifiée. Donc, voici à quoi ça ressemble un peu les questions qu'on va poser à l'étudiant qui va venir à la rencontre d'évaluation de besoins. Donc, les renseignements personnels et scolaires, l'historique scolaire aussi, le diagnostic, en quoi il consiste? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont liés à ce diagnostic-là? Quelles limitations on va observer? Donc, vous voyez un peu l'ensemble des questions. Est-ce qu'il y a eu des accommodements qu'on va mettre en place? Lesquels on va mettre? Pour quelles raisons on va les mettre en place? S'il y a de l'accompagnement physique qui devrait avoir lieu. Donc, par exemple, l'étudiant a besoin d'accompagnement pour les soins de base. Donc, on va déterminer dans quelle mesure ou dans quel cadre il y aura besoin de ça. L'accompagnement éducatif, ce serait plus, par exemple, pour venir développer des habiletés personnelles, sociales, scolaires. Donc, par exemple, un étudiant, là, entre autres, qui n'aurait pas eu les outils technologiques ou qui n'aurait pas eu le temps de mettre en place les outils technologiques avant la fin de l'année ou avant la fin du secondaire. Là, j'ai une situation comme ça actuellement. Donc, ce qu'on va proposer, c'est de faire un accompagnement éducatif pour la rentrée scolaire pour lui permettre d'avoir les outils technologiques. Donc, plus on est capable de parler de notre métier d'étudiant et de nous, plus on va être en mesure justement de bien répondre à ce type de questions-là et de venir raffiner l'évaluation de besoins aussi. Évidemment, on va garder tout ça, ces renseignements-là, de manière confidentielle. Cette rencontre-là va se passer avec une seule personne et puis par la suite, on va faire signer des autorisations à l'étudiant pour permettre l'échange d'informations, mais ce qui va être échangé, c'est vraiment seulement les accommodements qu'on va avoir mis en place. Donc, c'est sur cet aspect-là qu'on va informer les gens qui ont besoin de savoir quel accommodement il a, mais sinon, l'ensemble du collège ou en tout cas le reste des informations va être gardé de manière confidentielle. Donc, par rapport au processus d'évaluation, évidemment, on veut s'harmoniser, comme je le disais tantôt, avec les intervenants qui sont de l'extérieur du collège. Donc, ça aussi, le centre de réadaptation, parfois, peut venir faire des évaluations dans l'environnement, par exemple, pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, c'est important de pouvoir permettre cette collaboration-là. Ensuite de ça, à la rencontre d'évaluation de besoins. Ce serait possible, par exemple, d'accompagner l'enfant ou que l'étudiant soit accompagné par les parents. Mais ce qu'on va quand même favoriser, en fait, ou en tout cas souhaiter vraiment, c'est que ce soit l'étudiant lui-même qui demeure au centre ou au cœur des discussions. Donc, c'est lui qui doit parler de tout son parcours scolaire, de ses forces, de ses défis. Donc, oui, on pourrait permettre pour cette première rencontre-là que le parent soit là, mais par la suite, ça va vraiment être l'étudiant lui-même qui va devoir le faire ou avoir les rencontres avec la personne qu'il devra rencontrer. Et puis, bien sûr, on l'a dit, la collaboration de l'étudiant est hyper importante. Donc, c'est ce qui va faire que, oui, les accommodements vont fonctionner ou non. Donc, s'il est en mesure de revenir demander de l'aide par la suite ou de valider qu'est-ce qu'on a remis en place, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, ça va être sa responsabilité à lui de venir valider tout ça. Et puis, l'évaluation de besoins, bien sûr, ou le plan d'intervention, il peut être révisé en tout temps. Donc, ça peut être révisé en cours de session, à la fin de la session. Donc, dépendamment, il y a certaines modalités où il y a certains collèges qui font de différentes manières, mais l'étudiant lui-même peut, quand il se rend compte que, oups, il y a un défi ou il y a un accommodement qu'il faudrait peut-être ajuster ou en tout cas revoir, c'est possible de reprendre un rendez-vous avec le conseiller en service adapté pour mettre les mesures qui vont
qui vont mieux l'aider ou en tout cas mieux pallier à ses limitations. Donc, on vous a mis quelques accommodements là, qu'on pouvait voir, entre autres, au milieu collégial. Évidemment, là, on l'a dit tantôt, ce n'est pas un paquet cadeau, c'est pas on donne tout, l'ensemble des accommodements. C'est vraiment selon le cas par cas, puis selon ce que l'étudiant va nous montrer comme limitation aussi, mais vous en avez quelques-unes qui sont là. C'est sûr que l'étudiant peut accepter ou non les recommandations qui sont proposées, ou les accommodements qui sont proposés aussi. Mais c'est sûr que là, on va avoir à réfléchir ensemble dans quelle mesure il le veut ou il ne le veut pas. Mais c'est vraiment là, du cas par cas. On va y aller vraiment parce que, pas par désir, mais parce qu'on voit vraiment qu'il y aura une limitation qui va nécessiter un accommodement. Pour ce qui est des outils technologiques, donc, entre autres, les ordinateurs portables, les logiciels, comment on fonctionne au collégial versus le secteur jeune? Chaque étudiant est responsable de se procurer son propre ordinateur. Donc, il doit déjà arriver avec son outil. Et ce qui va se passer, c'est qu'au collégial, on va faire soit des prêts à court terme pour certains logiciels avec les fonctions d'aide dont il aurait besoin. Sinon aussi, les collèges ont eux-mêmes des laboratoires qui disposent des logiciels adaptés. Donc, ce qui ferait en sorte qu'on n'installerait pas nécessairement les logiciels sur l'ordinateur de l'étudiant, mais plutôt il aurait accès au laboratoire informatique. Et puis, évidemment, là, quand on vient le temps de faire des examens, dans les salles d'examen, s'il y a accès à une salle d'examen, il y a les ordinateurs, les ordinateurs sont aussi installés dans les salles d'examen avec les logiciels dont l'étudiant aurait besoin. Donc, à ce moment-là, il n'utiliserait pas son propre ordinateur, mais bien l'ordinateur du collège. Et puis, bien évidemment, pour avoir accès à ces outils ou aux logiciels ou peu importe les fonctions d'aide, il faut absolument passer par les services adaptés. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir accès à ces outils-là de d'autres façons. Donc, en résumé, pour cette partie-là, le collège n'est pas du tout au courant des difficultés que va présenter l'étudiant. Si vous vous souvenez, quand votre enfant a fait sa demande d'admission, il a simplement rentré son code permanent, son nom, quel programme il souhaitait aller, et ça s'est arrêté là. Donc, si l'étudiant lui-même ne mentionne pas ou ne sollicite pas l'aide des services adaptés, personne ne va savoir qu'il est en difficulté ou qu'il aurait besoin d'accommodement. Donc, c'est vraiment important que ce soit lui qui fasse les démarches auprès des services adaptés. C'est évidemment là, un bon point de départ pour obtenir des accommodements, mais ce n'est pas le seul endroit non plus parce qu'au collégial, il y a aussi des centres d'aide en français, en mathématiques, il y a du soutien psychosocial aussi, il y a du tutorat qui peut être offert. Donc, il y a bien d'autres moyens qui peuvent venir pallier certains défis pour l'étudiant. Comme on l'a dit, puis c'est vraiment hyper important comme parent de valider cette information-là avec notre enfant, c'est que c'est fortement recommandé, s'il avait des mesures ou s'il avait un plan d'intervention au secteur jeune, de ne pas penser que par magie, là, parce que les intervenants autour de lui ou l'environnement va changer, qu'il ne sera plus en difficulté. Au contraire, on mentionne même, là, par exemple, il y a deux aspects hyper importants au collégial qu'on a vus dans des sondages qui ont été relevés, c'est que la moitié, 50% presque des étudiants disent que le stress va être un enjeu pour eux et la gestion du temps. Donc, si déjà c'est un défi pour votre enfant au secteur jeune, ça risque de l'être encore plus fortement au collégial. Donc, c'est pour ça que c'est important de au moins dire moi, j'ai eu des mesures d'aide au secteur jeune, j'aimerais ça commencer sans, mais d'avoir des mesures qu'on a bénéficiées au secteur jeune, ce serait encore vraiment mieux, ou en tout cas, ça favoriserait la réussite au collégial. Merci, Vicky. Si tu me permets, je vais juste venir faire un tout petit complément. Concernant les diagnostics tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est que on trouvait ça important qu'il y ait une révision qui se fasse au niveau de l'évaluation. Cela dit, un étudiant qui a été diagnostiqué avec une dyslexie ou avec un trouble, c'est encore bon. Le diagnostic est encore bon. Ce qu'on souhaite avoir, c'est une photo plus à jour. Ça peut être fait en note de suivi. On n'a pas besoin de refaire une évaluation exhaustive, complète et tout. Ce qu'on a besoin d'avoir, nous, c'est des recommandations à jour en lien avec ça, pas de refaire une évaluation complète. Cela dit, c'est quelque chose qui est possible aussi, là, mais ce n'est pas exigé.
Donc, une fois que notre étudiant est rendu aux études, donc il est dans le collège, il a été admis, il est à ses cours, on est dans sa réalité collégiale quotidienne maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan d'intervention, une fois qu'il a été signé, n'est pas définitif. On entend par là que ce n'est pas bloqué, là. S'il y a des besoins, des nouveaux besoins qui émergent, si la condition de l'étudiant se dégrade, si au contraire elle s'améliore pour différentes raisons, ça va être la responsabilité de l'étudiant de nous signaler tout changement, que ce soit des difficultés ou autre chose, qui soit associé à lui ou aux accommodements ou aux services qu'on a mis en place. Ça peut arriver. Donc, c'est à l'étudiant de venir nous le dire. Et on va faire une révision du plan. Ça peut être fait à chaque session, ça peut être fait aussi en cours de session selon la situation. Il est probable qu'un rendez-vous doit être pris avec l'éducateur spécialisé ou le conseiller en service adapté pour la faire la révision. C'est correct, l'étudiant il va se présenter au service adapté et faire sa demande. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas qu'il s'attende à avoir un rendez-vous la journée même. Les collèges comportent de grandes quantités d'étudiants. Donc, personne qui se pointe pour faire une révision, ça prend un rendez-vous. Ça, c'est clair. Et s'il ne se présente pas à son rendez-vous, on va y en donner un autre. Mais ça ne sera pas le lendemain. Donc, c'est important qu'il se présente. Ça serait important aussi qu'il se prépare à sa révision de besoin de la même façon qu'il se serait préparé à sa première rencontre. Hein? On fait le tour, on réfléchit. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai cette mesure-là, j'ai de la misère à l'appliquer. OK, tu as de la misère à l'appliquer. Pourquoi? Et là, on trouve ce qui se passe. Puis ça prend un atelier pour apprendre à mieux utiliser quelque chose. On va s'arranger pour donner de l'information à l'étudiant. On va l'accompagner là-dedans. Donc, on a besoin qu'ils recueillent des informations. Pas juste « ça ne marche pas ton affaire », mais encore. Parce qu'ils sont avares de commentaires des fois. Donc, là, pour nous, c'est important qu'ils soient capables d'avoir cette discussion-là. Une fausse étude encore. Les accommodements puis les services peuvent parfois être offerts sur le principe d'essai et erreur. Ça peut arriver qu'on essaie quelque chose avec l'étudiant. On l'essaie ensemble. Écoute, je te mets ton temps supplémentaire. Voyons voir si ça t'aide vraiment. Si ça n'aide pas, si ça nuit plus que d'autres choses, on va retirer et on va essayer de trouver autre chose. Ce qu'on cherche à mentionner ici, c'est que le fait de mettre en place des accommodements n'est pas un gage de réussite automatique. Pas du tout. On ramène l'étudiant au même niveau que tout le monde avec les chances égales. Et puis, la balle est dans son camp. S'il se rend compte que les choses ne fonctionnent pas, il faut quand même qu'il nous le mentionne. Vicky l'avait mentionné tout à l'heure aussi, l'utilisation des accommodements puis des aménagements qu'on peut faire, ce n'est pas obligatoire. Nous, on le recommande fortement parce que si tu as eu besoin de mesures tout le temps de ton secondaire, les chances sont que tu en as encore besoin au collégial parce que là, on monte d'une coche encore. On a des nouvelles matières, on a des niveaux qui sont demandés au niveau de la production pour démontrer ta compétence. On augmente de niveau, donc ça me surprendrait que tu n'en aies pas besoin, mais bon. C'est pas obligatoire quand même. Vicky l'a dit aussi au niveau de ce que les enseignants savent, ce qu'ils savent, voilà. Le minimum, c'est les accommodements parce qu'ils en ont besoin pour faire leur travail. Donc, c'est nécessaire pour eux d'avoir cette information-là. S'ils doivent remettre des versions numériques de certains documents, il faut qu'ils soient au courant avant. Le diagnostic, on ne dit pas ça, c'est pas nécessaire. Le détail des limitations de l'étudiant, on ne donne pas ça, cette information-là, à moins que l'étudiant soit d'accord pour le faire. Voilà, donc ça, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais l'étudiant va signer un document qui autorise ou non la divulgation d'informations confidentielles à son sujet, et puis il décide à qui ces informations-là pourront ou ne pourront pas être dites. Et ce document-là est signé, donc nous, on doit le respecter. Et l'étudiant, c'est révocable, il peut le changer au moment qu'il trouve opportun. Ensuite, l'utilisation et l'appropriation de certains accommodements dépendent fortement de la formation et des services offerts. Un étudiant à qui on va offrir Antidote pour répondre à différentes limitations, s'il n'a jamais utilisé Antidote, là, on le sait tous, là, Antidote, c'est beaucoup plus que juste cliquer sur les petites affaires qui sont soulignées en rouge. C'est beaucoup plus que ça. Utiliser Antidote nécessite de la formation. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il se peut qu'il y ait des ateliers qui soient donnés pour utiliser Antidote ou une utilisation plus spécifique, plus personnalisée d'un logiciel ou d'un autre outil. Alors, ça, l'étudiant, on va demander sa collaboration encore à ce niveau-là pour qu'il soit en mesure de bien utiliser ces mesures et qu'elles lui soient utiles. C'est ce qu'on souhaite. Donc, se souvenir, les éléments importants à retenir, la mise en place des accommodements ainsi que les services, les mesures d'aide, c'est un exercice personnalisé, individuel à l'étudiant qui peut demander une révision selon la situation et on le fera, mais ça sera toujours fait
cas par cas. Donc, ça ne sera jamais le combo TDAH, on donne tout ça, puis le combo dyslexie, tout ça. Jamais. Ça va vraiment être personnalisé à l'étudiant. Donc, il n'y a pas de comparatif avec ses chums ou avec ses amis pour dire, toi, tu as ça, et je vais le demander moi aussi. Non. On va toujours dire, je sais que tu voudrais avoir tout ça. En as-tu besoin? Et c'est là où on discute avec lui. En as-tu véritablement besoin? Pourquoi? Il en a besoin, il va l'avoir. Ça serait juste le fun? Non. Il faut que ça soit important et nécessaire pour toi. Le volet communication avec les enseignants de la part de l'étudiant, ça va rendre toute cette logistique-là tellement plus simple. Donc, l'étudiant, il faut qu'il y ait une bonne approche. Faut qu'il y ait, pas une bonne approche, bien, ça c'est bien s'il y en a une, mais qu'il y ait une communication avec ses enseignants, qu'ils soient à l'aise avec ça. Ça va faciliter tout ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de la classe, à l'extérieur de la classe. Lorsque des examens, il y a une partie de la classe qui n'est pas là parce qu'ils sont rendus au service adapté pour faire les examens. Il faut que le prof soit au courant. Nous, on va envoyer certaines informations, nous étant les services adaptés, là, mais il y a de l'information qui va être envoyée, mais c'est toujours bon qu'il y ait une bonne communication avec les enseignants de la part de l'étudiant. Ensuite, tous les éléments relatifs à la confidentialité, à nouveau, on le répète, ça repose entre les mains de l'étudiant. C'est lui qui décide. Je veux le dire ou je ne veux pas le dire, ça lui appartient. Nous, en tant que parents, et je le vis, puis je suis sûre qu'il y a d'autres parents qui vivent la même chose, on aimerait donc que, mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. On ne peut pas le forcer, même si on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. L'étudiant viendra à l'apprendre lui aussi, mais si on le force à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, on vient miner toutes nos chances de collaboration. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut de la collaboration. On veut que ça fonctionne bien, on veut des beaux échanges pour justement tabler ensemble puis construire ce dont il aura besoin pour que son parcours collégial se passe le mieux possible. La petite conclusion, je la lis à voix haute parce que ça vaut la peine, là. Le Conseil supérieur de l'éducation avait fait cette remarque. La transition entre le secondaire et le collégial implique l'intégration de l'étudiant au collégial dans une relation partagée où l'étudiant s'investit dans son projet d'études et où le collège assure les mesures de soutien à sa réussite. La transition du secondaire au collégial, comme toutes les transitions interordres, est synonyme à la fois d'un départ et d'un commencement pour l'étudiant. Le véritable renouveau n'est sans doute pas là où on l'attend. C'est celui de l'étudiant qui amorce une nouvelle étape de son parcours scolaire. Un renouveau fait de son ajustement face au système et du système face à lui. Voilà. Je disais dernièrement que tout ce qu'on pouvait donner à nos enfants, c'est des racines et des ailes. Donc, si vous avez déjà donné des racines, ben là, il faut qu'ils battent des ailes pour s'envoler. On espère que ça a répondu à vos besoins. Réécouter la capsule au besoin. Si jamais il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez communiquer avec les services, à travers votre enfant. Vous pouvez passer par les services adaptés du collège que fréquentera votre enfant. On vous souhaite que ça soit une belle aventure. Ça va être toute une aventure, mais ça peut en être une très belle. Alors, on va espérer que tout ça se passe pour le mieux pour tout le monde. Mais je pense aussi, comme parent, c'est peut-être de savoir comment est organisé le collège pour être capable de comprendre justement les acteurs qui gravitent autour de notre enfant puis à qui il pourrait s'adresser dans certaines circonstances. Donc, de faire ces propositions-là, mais après ça, ça va être à lui de décider ou non s'il veut rencontrer ces personnes-là. Alors, merci, puis au plaisir. Vivez une belle aventure. La prochaine étape, là, on se prépare à cette prochaine étape-là comme parents. Peut-être que je pourrais juste montrer ici, vous voyez là, les parents, là, quand on va vous envoyer le PowerPoint, pour ceux qui le voudront, on pourrait vous le partager. Je pourrais jouer à venir cliquer là-dessus. On a fait une vidéo promotionnelle qui va rouler à partir de demain sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle « Je fais le saut ». Alors, on a 2 comédiens avec de véritables étudiants de secondaire 5 qui s'en vont au collégial, qui ont fait une petite vidéo promotionnelle pour justement... bon, j'aime pas dire faire la promotion des services adaptés, mais finalement encourager les étudiants à faire les démarches puis dire oui, c'est possible. Oui, tu peux avoir de l'aide. Oui, c'est possible. Oui, prends un rendez-vous. Oui, va les voir. Donc, vous allez avoir le lien pour aller voir ça sur la chaîne YouTube. Donc, on vous invite à regarder ça avec vos jeunes. Moi, là-dessus, je veux vous remercier. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes une belle fin de journée, puis un bel été, je l'espère.